3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude qui est le jour dédié sur ma chaîne au best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Aujourd'hui, vous l'avez vu en cliquant sur la miniature, je vais m'intéresser aux transferts et à la deadline. Mais avant ça, il faut que je vous parle du sponsor du jour, Popster. Popster, si vous êtes un habitué et un ancien de la chaîne, vous connaissez sûrement. C'est un sponsor historique de la chaîne, l'une des premières marques qui m'a fait confiance et ils se spécialisent chez eux dans la création d'affiches. Mais là justement, leurs posters, leurs affiches à Popster, c'est quoi? Eh bien avant toute chose, je crois qu'il faut que je vous en parle. Déjà, chaque poster est hyper quali et est imprimé sur du papier de luxe en mode 250 grammes par mètre carré, boum. Sauf que la qualité du papier, ça ne suffit pas toujours pour espérer avoir un truc qui dure. Voilà pourquoi l'encre utilisée qui donne un rendu mat n'a pas été choisie au hasard. Elle résiste parfaitement aux UV et vous donne la certitude que les couleurs de votre affiche ne bougeront jamais. Autant vous dire que là, on est sur du level premium niveau qualitatif. Mais je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du top du top. Ouais, parce que chacun des posters est numéroté et publié en édition très limitée. En d'autres termes, une fois que le stock sera épuisé, il n'y en aura plus jamais en vente. Commandez donc ces créations et je vous donne la garantie d'avoir à vie un véritable objet collector. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Tout ça c'est déjà très cool et il faut savoir qu'aujourd'hui ils ont déjà 10 modèles d'affiches disponibles sur leur site, de Kobe Bryant à Michael Jordan en passant par leur tout nouveau petit bébé qui concerne Allen Iverson, j'adore. Mais surtout, le clou du spectacle c'est qu'on a fait une affiche ensemble, ceux qui sont sur le Discord étaient au courant. Parce que ouais, je vous avais demandé quels étaient vos 20 joueurs préférés et à partir de ça, avec les modos on a fait une liste. Et c'est bien eux que Popster a décidé de mettre en valeur, une affiche spéciale Comu 6ème homme, c'est pas génial ça? Perso je la trouve trop cool, trop quali, et vous pouvez déjà l'apercevoir là-bas derrière dans mon décor, je pense qu'elle va pas bouger de sitôt. Et le mieux, vous connaissez, c'est qu'avec tout ça, avec le code promo le 6ème homme, vous pourrez obtenir 15% sur l'intégralité de votre commande sur le site Popster. Pas mal non? Alors si ça vous plaît, on va sur le site, on va mettre en avant cette petite entreprise familiale super sympathique, on va porter haut les couleurs du 6ème homme, et en plus de ça, on va soutenir la chaîne, que demande le peuple. Rendez-vous donc au plus vite chez Popster avec le code promo le 6ème homme pour obtenir vos 15% de réduction sur l'intégralité des affiches. Thanks, Captain Obvious. Mais bref, j'ai beau être super content de ce nouveau poster, super content que la commu est une affiche, aujourd'hui, si vous êtes là, je l'ai déjà dit, c'est pour entendre parler des transferts. Là encore une fois, je ne vais pas en faire beaucoup plus, le concept en plus de ça, je l'explique juste après, et les habitués connaissent, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quels sont les transferts que j'imagine prendre place en NBA d'ici la trade deadline? Aujourd'hui, on n'est plus qu'à un petit mois de la trade deadline qui aura lieu le 9 février prochain. C'est-à-dire qu'on est pile à un mois même là au moment de ce live, et c'est-à-dire que passé cette date, les équipes ne pourront plus faire de transfert. Il est donc grand temps, dans toute la ligue, de voir quels joueurs pourraient partir et comment certaines teams qui sont en difficulté, ou même certaines teams qui sont contenders, pourraient se renforcer. Pour ça, vous connaissez, je suis allé sur la trade machine de mon site favori Fanspo, parce que la trade machine là-bas je la trouve bien plus complète et plus juste que celle d'ESPN, et je me suis amusé à faire des essais. Ceux qui connaissent le principe de mes lives sur les trades le savent, et ceux qui s'amusent avec les trade machines le savent aussi, c'est une sorte de puits sans fond dans lequel on a vite fait de passer de très longues heures, dans lesquelles on a tendance à tester tout plein de choses en mode usine à gaz, et c'est exactement ce que j'ai fait pour préparer ce live. Des trades, je pense sans mentir que j'en ai testé des centaines, facile même, en respectant la réglementation bien sûr, parce qu'il y a tout plein de trades qui seront pas validés si on respecte pas la règle au niveau financier, mais aussi en essayant de faire en sorte que toutes les équipes impliquées, que tout le monde puisse s'en sortir gagnant. Par contre, attention, et ça je tiens à le préciser, et ce sera important pour tous les transferts qu'on va aborder par la suite, parce que vous allez les juger tous ces transferts, s'en sortir gagnant, c'est pas forcément recevoir un package en échange d'une autre qui a exactement la même valeur sur le moment. Non, c'est plutôt recevoir une espèce de package qui va être cohérent avec nos objectifs, qui soit à court, moyen ou long terme, et ces objectifs, ils peuvent vraiment varier d'une équipe à l'autre. Et c'est pour ça justement que y a certaines teams qui arrivent à s'entendre avec d'autres, parce qu'elles sont pas sur la même lignée, pas sur les mêmes objectifs, et justement en s'échangeant des joueurs, je pense que c'est comme ça qu'on obtient le plus de trade win-win. C'est bien pour ça que cette année, comme chaque année, il y a des équipes qui vont être plutôt acheteuses, qui veulent une contrepartie qui sera efficace tout de suite, et des équipes qui, elles, seront plutôt vendeuses, qui sont prêtes à lâcher gros pour faire des paris sur l'avenir, et tous ces éléments, bien évidemment, quand j'ai construit mes transferts, quand j'ai construit ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai essayé de les prendre au maximum en compte, et vous, il faudra les prendre en compte aussi quand vous voterez et quand vous me donnerez votre avis sur ces trades. Bon, après, je vais être honnête,
Sur tous les transferts que j'ai testés, il y en avait qui étaient particulièrement éclatés à la fin, mais au moins j'ai essayé, j'ai adapté, j'ai modifié, et des fois je me suis juste rendu compte que mon idée de base était impossible, pour des raisons financières, j'ai été obligé de trop rajouter ou trop enlever d'un côté comme de l'autre, et j'ai dû abandonner mon idée de base qui me semblait bonne, ou qui était absolument pas cohérente pour l'une ou l'autre des 2 voire 3 parties, et par contre dans le lot, il y a eu aussi des idées que j'ai pu travailler, et sur lesquelles j'ai fait en sorte que je puisse bien les aimer. Et même si comme d'habitude je le sais, ces trades-là ça fera pas l'unanimité, car on a tous une vision différente du niveau des équipes, mais surtout de leurs objectifs aussi, à court ou moyen terme, et tout ça j'ai décidé de vous le présenter. Donc voilà, je vous ai gardé mes 6 transferts préférés dans tous ceux que j'ai fait, en finissant par une dinguerie que j'aime bien, même 2 dingueries, de toute façon, parce que plus ça va aller, et plus ça va monter en puissance, et plus on va parler de All-Star. La dernière dinguerie je l'aime bien, parce qu'il y aura 3 équipes, 7 joueurs impliqués, plusieurs All-Star aussi, et même si je sais que vous allez me balancer des tomates pourries virtuelles, que je vais recevoir certaines huées parce qu'il y a des fans de l'une ou l'autre équipe qui vont me dire mais non ça va pas du tout, moi j'ai quand même essayé de taffer ça un maximum, et je suis impatient de vous montrer, de vous dévoiler ces 6 trades, et de savoir également ce que vous en pensez de votre côté. Donc on va y aller. Premier transfert, et déjà du lourd, toute proportion gardée, parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent le trade d'Evan Fournier, qui actuellement est au Knicks, et qui est dans une situation compliquée à New York. Même si dernièrement, là il faut le dire, avec la blessure de R.J. Barrett, il a retrouvé un tout petit peu de temps de jeu. Après le truc, c'est que quand Barrett va revenir, il y a que peu de chances que ça dure en fait, mais en plus moi je trouve que Evan à New York, il apporte pas forcément ce dont il a besoin dans son profil, et du coup on lui demande de faire des choses dans lesquelles il est pas forcément à l'aise, notamment en étant utilisé principalement comme un floor spacer, et là on s'en rend compte, ça fonctionne pas pour l'instant Evan à New York. Résultat, il est tombé à la toute fin de la rotation, tout comme Cam Reddish d'ailleurs, et son contrat handicape complètement la masse salariale des Knicks, qui au final ne se servent que très très peu de lui, et c'est dommage pour un mec que tu payes 18 millions par an. Donc voilà pourquoi je pense que New York pourrait se servir de la jeunesse de Cam Reddish pour essayer de dump le contrat d'Evan ailleurs, tout en se renforçant si possible avec au moins 1 ou 2 joueurs qui pourraient leur être utiles. Ici dans mon transfert, on aurait Fournier et Reddish qui partiraient aux Lakers en échange de Patrick Beverley, Damian Jones et Kendrick Nunn. Alors pourquoi les Knicks feraient ça? A priori, c'est pas cher payé en contrepartie pour des gars comme Fournier et Reddish, et j'imagine que c'est ce que vous aviez envie de dire peut-être quand vous voyez ce trade, sauf qu'il faut se rendre compte que le contrat d'Evan, qui se prolonge au moins jusqu'à fin 2024, à plus de 18 millions la saison, pas grand monde va en vouloir franchement, et vu qu'actuellement il joue pas et que sa valeur elle est très faible au vu du contrat qu'il possède. En fait, si tu veux t'en débarrasser, à mon sens, t'es obligé d'y ajouter un peu de valeur, en tout cas je pense, et avec un joueur comme Cam Reddish par exemple. Sauf que lui, même si son contrat n'est pas dérangeant, et qu'à 23 ans c'est sûr qu'il possède un fort potentiel, il joue pas non plus, et il a pas réussi non plus à faire sa place dans le roster des Knicks. Voilà pourquoi je pense que pour un tel pack, tu peux pas récupérer grand chose. T'as 2 joueurs qui jouent pas, dont un qui a un contrat qui est un petit peu handicapant. Donc c'est pour ça que les Lakers récupéraient les Lakers en échange, ils enverraient Patrick Beverley. Ça fait pas forcément rêver, c'est sûr. N'empêche que dans cette équipe des Knicks, qui a une vraie chance de se qualifier pour les playoffs cette année, et qui est encore sur une belle série de wins récemment, ça manque peut-être de rotation au poste 1. Avec Pat Bev, moi j'ai l'impression qu'il pourrait obtenir un vrai backup à Jalen Brunson, qui même s'il a déjà 34 ans, donnera ses tripes sur le terrain, et qui pourrait vite devenir le chouchou du Madison Square Garden, grâce à son énergie, c'est le boost de motivation qu'il apporte à son coéquipier et au public, et à son hustle qui est toujours présent à Patrick Beverley. En considérant que les Knicks vont probablement disputer les playoffs, moi je pense qu'ils préféreront un joueur qui peut être utile tout de suite comme Patrick Beverley, plutôt qu'un second tour de draft qu'ils pourraient avoir dans un autre deal contre Cam Reddish. De plus, je pense, et c'est important, vu que le contrat de Pat Bev se termine en fin de saison, les Knicks, dans un tel deal, ils pourraient alléger leur masse salariale. Et ça, je suis persuadé qu'ils y seront pas insensibles. Surtout, comme je disais, si ça implique de se séparer de joueurs qui ne jouent pas. Donc je pense qu'à New York, on serait pas contre une telle offre qui permettrait de se soulager déjà du contrat de Fournier et apporterait dans des secteurs comme la défense au poste 1, qui en ce moment semble vraiment manquer dans cet effectif. Mais à Los Angeles, du coup, alors que l'équipe est déjà bien handicapée financièrement, pourquoi on accepterait ça? Pourquoi on accepterait le contrat d'Evan Fournier? Eh bien j'avoue que la question peut se poser aussi au premier abord. Là, malgré le bilan compliqué de la franchise californienne, qui va mieux quand même dernièrement, il faut le préciser, on sait que actuellement on assiste à l'une des dernières saisons du King. Lui, il le cache pas, il a toujours envie de gagner, il a faim de victoire. Malheureusement, alors qu'Anthony Davis commençait à retrouver un vrai niveau, qui redonnait un petit peu d'espoir aux fans des Lakers, il s'est à nouveau blessé. Et pour le moment, même si sa rééducation se passe plutôt bien, de ce que j'ai lu, mais on n'a toujours pas de date retour quant à son retour potentiel. Dans cette situation, comme je disais, même si ça va mieux ces derniers temps, on a quand
même globalement des Lakers qui galèrent, c'est le moins que l'on puisse dire, même si LeBron arrive à faire des dingueries depuis Noël qui arrivent à les laisser espérer un peu. Mais justement, quand on voit dans la dynamique dans laquelle ils sont actuellement, qui est bonne, ça montre qu'ils n'ont pas fait une croix sur les playoffs. En tout cas, ils vont les jouer jusqu'au bout ces playoffs, et LeBron va les jouer jusqu'au bout. Ils sont toujours à une victoire du play-in là, et finalement une petite série de wins qui se prolongerait, ça leur suffirait pour remonter un petit peu dans ce classement ultra serré à l'ouest et s'assurer au final une place en post-season. Alors moi je me dis qu'à Los Angeles, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire progresser l'équipe aussi vite que possible pour tenter de survivre au maximum, le temps que AD fasse son retour, afin de présenter l'équipe la plus talentueuse et la plus équilibrée possible pour, au complet, tenter de créer la surprise en play-off, et justement, vu comment le niveau de cette conférence est homogène, tu te dis que les Lakers, peut-être qu'ils peuvent passer un tour, 2 tours, on n'en sait rien si la dynamique est bonne. Et pour ça, oui, il va falloir faire progresser l'équipe, et oui, il va falloir essayer de monter l'équipe la plus cohérente possible. Donc à ce jour, moi je mentirais si je disais que j'y croyais à fond de mon histoire où les Lakers vont faire un grand parcours en play-off, mais pourquoi pas? Et même si ça va encore pénaliser la franchise financièrement, autant tout tenter. Pour moi, cette team des Lakers, elle est pas assez équilibré en ce moment. On a Westbrook, on a Beverley, on a Schroeder et Nunn qui sont au poste de meneur, ça fait beaucoup, il y a un vrai embouteillage, mais en parallèle on a peu d'extérieur et surtout peu de valeurs sûres sur les ailes qui peuvent un petit peu tout faire, qui ont un minimum d'expérience, qui peuvent scorer aussi et qui pourront apporter tous les soirs ou presque. Avec Evan, moi je trouve que déjà il pourrait avoir un joueur référencé qui clairement, dans un autre dispositif que celui de Thibodeau, jouera dans son rôle, je pense, en étant un petit peu plus créateur et qui scorera sur les ailes, un secteur qui manque, comme je disais aux Lakers, tandis qu'avec Cam Reddish, qui lui aussi est un bon scoreur, ok on est sûr de rien, mais on peut aussi lui donner des opportunités et voir comment il se développe dans le système de Darvin Ham pour tenter de capitaliser sur son talent sur le poste 3 et voir ce que ça donne dans cette team des Lakers. Pour moi à Los Angeles, et surtout avec un Schroeder qui revient très bien dernièrement, on n'a pas besoin d'autant de meneurs, on peut donc se passer de Pat Bev, je me dis, sans problème, et encore plus de Kendrick Nunn et de Damian Jones, bon lui qui est pivot, mais qui joue très peu l'un comme l'autre. Par contre, dans un tel deal, on renforce considérablement la rotation sur les postes 2 et 3. Je trouve que ce qu'apportent par exemple Lonnie Walker et Austin Reeves, c'est intéressant, mais ça reste limité. Et derrière eux, à part Troy Brown, on n'a pas grand monde non plus. Pour moi, si tu perds justement Beverley, qui est le seul joueur qui joue vraiment dans les 3 qui partent des Lakers, et que tu y ajoutes Fournier et Reddish dans cet effectif, ça bouge des trous qui existent jusque-là, vraiment. Ça règle les soucis d'embouteillage à la main aussi, avec une hiérarchie qui sera mieux définie, surtout dans une équipe qui voudrait gagner. Moi, ça me permettrait d'imaginer et de voir un roster plus équilibré. Alors ok, maintenant, faut en être conscient, on commence pas par les plus gros trades, c'est pas ce transfert qui va changer la face du monde, et je dis pas que d'un coup, les Lakers vont débarquer dans les premières places de l'Ouest avec Fournier. Ceci dit, comme je disais, si ça leur permet de survivre un temps soit peu, le temps que Davis fasse son retour, ce sera déjà ça, car dans cette équipe qui recherche cruellement un peu de production offensive, Fournier et Reddish pourraient rendre de vrais services, je pense, sur les ailes. Et ensuite, si les Lakers, qui avec ce trade me sembleraient mieux organisés et plus complémentaires, pouvaient rester au complet et éviter les blessures, est-ce que ça pourrait pas être un déclic, ce transfert, et ça pourrait pas leur permettre de faire une petite remontada en fin de saison quand il y aura tout le monde pour tenter la surprise en play-off avec ce roster New Look. Donc le chemin sera long, c'est certain, mais à mon avis ça se tente, et pour tenter ça, dans une optique un petit peu desperado pour la fin de carrière du King, je pense que ça peut valoir le coup d'absorber le contrat d'Evan. Pour ce transfert entre les Knicks et les Lakers, vous avez voté, et vous êtes 47% à penser que les Lakers sont les grands gagnants de ce deal, vous êtes 40% à penser que c'est du win-win, et vous êtes 13% à penser que c'est les Knicks qui gagnent. Donc pour la faire bref, les 13% qui pensent que les Knicks gagnent, pensent que les Knicks sont gagnants parce qu'ils se débarrassent du contrat de Fournier. Les 47% qui pensent que ce sont les Lakers qui gagnent disent c'est fou, ils perdent presque rien, ils lâchent que Beverley et ils récupèrent Fournier et Reddish. Et après vous êtes 40% à penser que c'est du win-win. Moi je reste de mon côté sur c'est du win-win. Moi je suis pas forcément d'accord avec tous ceux qui disent que les Lakers sont gagnants, parce qu'il va falloir se le taper, ce contrat de Fournier qui va durer 3 ans. Dans l'immédiat, oui, ils progressent, mais c'est ce que les Lakers veulent. Les Knicks, pendant ce temps, eux, ils se séparent enfin moi je les vois pas perdants, dans la mesure où ils se séparent de joueurs qui ne sont plus du tout dans la rotation, à part Fournier qui est revenu un peu mais qui va reperdre son temps de jeu quand Barrett va revenir. Donc ouais, moi je vois pas vraiment de monde où les Lakers sont gagnants de toute façon c'est mon avis, je l'aurais pas fait si j'avais pas imaginé que c'était du win-win, mais dans la mesure où ils récupèrent le contrat de Fournier et que les Knicks, je peux pas imaginer qu'ils soient perdants en lâchant 2 joueurs qui ne jouent pas, j'ai du mal à imaginer que les Lakers arnaquent les Knicks dans ce côté-là. En tout cas, je comprends qu'on ait des avis différents, l'avis de la commu a parlé, vous êtes 40% à penser que c'est du win-win, 47% à penser que c'est les Lakers qui gagnent. Donc visiblement, peut-être qu'il est pas si équilibré que ce que j'imaginais, ou alors plutôt, moi je pense qu'on voit les choses différemment par rapport notamment au contrat d'Evan Fournier.
Alors pour le transfert numéro 2, c'est peut-être un petit trade pour vous, mais pour moi et pour les équipes concernées tant qu'à faire, il pourrait dire beaucoup je pense. Là on part pas dans un blockbuster non plus, même s'il y a 3 équipes impliquées, vu qu'au final, ce trade il ne concernerait que 3 joueurs. Mais je trouve que ce trade, il pourrait apporter pas mal dans des secteurs où il y a du manque, sans que les différentes teams impliquées n'aient à lâcher grand chose. Comme vous le voyez, mon transfert il enverrait Robert Covington à Phoenix, il enverrait Jake Crowder plus un second tour de draft à Sacramento, et Richaun Holmes du côté des Clippers. Donc si on analyse ça en mode team by team, pourquoi les Suns feraient ça? Et tout simplement parce que l'apport de Jake Crowder, qui veut plus jouer pour les Suns, et qui joue plus depuis le début de la saison, leur manque dans son énergie et son côté two-way. Et ça se sent encore plus depuis la blessure de Devin Booker. À Phoenix, il manque un joueur énergique qui donnera tout sur le parquet, et qui arrivera à motiver, donner un boost d'énergie à toutes ses troupes. Là, en ce moment, les Suns sont catastrophiques depuis la blessure de Booker, et il manque quelqu'un qui a du cœur, qui a une âme, et qui va tout le temps se battre sur le terrain, et personnellement dans ce profil je pense que Robert Covington peut faire le taf. Le mec c'est un vrai défenseur hargneux qui peut switcher sur 2 ou 3 postes, et si de l'autre côté du terrain ses tirs en catch and shoot veulent bien rentrer, ça peut être un 3&D de valeur, capable de tourner à 9 points et 5 rebonds à 38% de loin, comme il le faisait l'année dernière, soit à peu près l'apport de Crowder au même moment l'année dernière. Pour moi les deux joueurs sont dans le même profil, et c'est justement ce qu'il faut à Phoenix. Alors ouais, Covington est peut-être une valeur un peu moins sûre que Crowder, dans une équipe qui gagne en tout cas, il a peut-être moins montré dans sa carrière Covington, n'empêche que ce qui est certain, c'est que plus le temps passe pour Crowder qui ne joue pas, et plus sa valeur baisse. Voilà pourquoi je pense que ce trade serait positif pour les Suns, en envoyant un joueur qui joue absolument pas, pour recevoir en échange un gars qui est dans le profil exactement qui est recherché en tout cas. Donc Robert Covington à la place de Crowder qui joue pas, pour moi les Suns, bien sûr qu'ils font progresser leur effectif. Du côté des Kings, ça me paraît assez simple aussi, l'équipe fait partie des bonnes surprises de cette saison là, cette année, et son objectif est clair, il faut aller en playoff et y faire bonne figure. Pour le moment, la team semble avoir les bons éléments, la bonne base pour atteindre ce but, et ce qui leur manque peut-être avant tout, c'est un vieux grognard à la Crowder qui pourra mettre des coups dans les moments importants, défendre fort sur le meilleur extérieur adverse, et apporter un relais important à Keegan Murray, qui même s'il est talentueux, ça reste un rookie, il est irrégulier et il est sûrement encore un petit peu tendre pour les joutes de la post-season. Là si tu mets Crowder, on gagne de l'XP, on gagne de la dureté, et ça quand on s'apprête à jouer des matchs importants, je pense que ça peut être primordial. Alors c'est sûr qu'à côté de ça, on perd un Richaun Holmes qui peut faire le taf, largement même au poste 5, mais est-ce que c'est vraiment grave? On a un Sabonis qui est très bon à ce poste-là depuis le début de la saison, et à mon avis il a pas besoin d'un backup de ce calibre. D'ailleurs c'est pas un hasard, malgré son talent, Holmes depuis le début de cette saison il joue que très peu, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de lui à Sacramento. Malgré des saisons à 14-8 ou à 17 qu'il a faites les années précédentes, il joue pas. Il y a des mecs comme Metu, comme Lyles qui suffisent pour faire le taf en tant que backup pivot, et si ça suffit pas, on a encore Alex Len. Alors du coup pour les Kings c'est le même principe, ils récupèrent un joueur avec Crowder qui apportera là où il y a de vrais manques en vue des playoffs, contre un joueur quasiment devenu inutile, donc ça a du sens à mon avis. Surtout que vu que Holmes est le plus jeune joueur du deal, je rajoute même un petit second tour de draft pour les Kings en provenance des Clippers, et ça peut permettre à mon avis de finir de les contenter, ça peut compenser un petit peu l'écart d'âge qui est entre Richaun Holmes et les autres. Et enfin, troisième équipe, parce qu'il faut qu'on parle de la troisième équipe, chez les Clippers, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Encore une fois, pour les mêmes raisons. À LA, on a toute une ribambelle de postes 3 et 4, à tel point que Covington, malgré ses qualités, n'obtient que peu de temps de jeu, et est désormais loin d'être indispensable, lui qui peu à peu sort de la rotation de Tyronn Lue. Par contre, s'il y a un manque dans cette team, à mon avis, c'est au poste de pivot. On a un Zubac qui fait très bien le taf depuis le début de la saison, et j'aime beaucoup son apport. Cependant, on sait qu'en playoff, malgré les progrès défensifs qu'il a fait, et qui sont notables, il peut se faire cibler. Et surtout, derrière lui, les Clippers, ils ont pas vraiment de poste 5 de qualité pour le relayer. Jouer small ball avec Marcus Morris ou Nicolas Batum au poste 5, pourquoi pas, mais ça a des limites, et ça fonctionnera pas face à tout le monde, ça c'est certain. Tu peux utiliser Moussa Diabaté et Moses Brown, je les aime bien, mais ils sont quand même un peu tendres eux aussi, il faut se rappeler que l'un comme l'autre sont en contrat two-way, tu peux pas te dire ça peut être un backup efficace sur lequel je suis sûr et certain de compter en playoff. Non, clairement, dans cette équipe de LA, il y a trop d'ailiers et pas assez de pivots, ça me semble flagrant quand on regarde le roster. Voilà pourquoi, pour moi, l'arrivée de Richaun Holmes ferait du bien, elle apporterait une rotation de plus à Tyronn Lue à ce poste, mais aussi un profil différent de celui de Zubac qui serait pas inintéressant, sans pour autant avoir abandonné un joueur essentiel, vu que Robert Covington joue de moins en moins. Donc perso, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce deal, car même s'il changera pas la face de la NBA lui non plus, je trouve que les trois équipes concernées se renforcent en consolidant leur roster dans des secteurs où elles ont de vrais manques, sans pour autant perdre de pièces indispensables non plus en parallèle. Donc personnellement, moi je kiffe fort, et je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Mais bref, dans ce trade, finalement, y a des débats dans tous les sens, ça parle beaucoup,
coup, et puis de toute façon, déjà vous étiez 30% à penser qu'avantage pour les Kings, 10% avantage pour les Suns, 7% avantage pour les Clippers, comme quoi déjà c'est un trade qui divise et qui fait parler, chacun a vu au moins une des équipes gagner, mais ce que je retiens, c'est que le pourcentage le plus haut, 53% à dire que c'est un trade win-win-win, donc des petites choses, mais des équipes qui finalement ne lâcheraient pas des joueurs qui leur sont très utiles, mais trouveraient des joueurs de qualité dans des secteurs qui leur manquent, et même si évidemment à chaque fois c'est peut-être pas le fit exactement idéal, Richaun Holmes aux Clippers, peut-être qu'ils auraient préféré trouver un autre style de pivot, mais au moins ça va augmenter la rotation à ce poste 5 et diminuer cet embouteillage au poste 3. Donc finalement, vous êtes globalement d'accord pour dire que c'est pas un trade non plus de fou qui changera la face de la NBA, mais c'est un trade où tout le monde pourrait sortir gagnant. On repart sur un trade un petit peu plus simple que le précédent, avec seulement 2 équipes, et là moi je me dis que le Heat a absolument besoin d'un poste 4 et de 109 pour relancer sa saison, tandis que Washington a tout intérêt à chercher un partenaire de trade pour Kuzma, afin d'éviter de le perdre pour la saison prochaine, lui qui visiblement veut gagner, et pourrait largement faire le choix de pas activer son option en fin de saison, parce que oui, il y a écrit qu'il a 2 ans de contrat, sur ce visuel là, mais l'année prochaine elle est en option, donc lui s'il veut, il se casse, et il laisse rien du tout en échange à Washington, qui se retrouve bredouille en perdant Kuzma. Donc en gros, si Washington ne bouge pas, l'équipe pourrait le perdre sans recevoir aucune contrepartie cet été, et ce serait dommage vu le niveau qu'est en train d'atteindre l'ailier fort qui cette saison tourne quand même à plus de 21 points et 8 rebonds. Du coup je me suis dit, c'est évident, une équipe qui a besoin de transférer Kuzma et une autre équipe qui a absolument besoin d'un poste 4, elles peuvent s'entendre. Donc pourquoi Miami ferait ce trade? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ça pendant longtemps? L'équipe est vieillissante, elle fait un début de saison compliqué, et clairement, pour profiter des dernières années de Butler et Lowry tout en voulant garder des ambitions, Pat Riley devra se bouger avant février, et notamment trouver un moyen de renforcer l'équipe au poste 4, qui a été laissé amplement vide depuis le départ de PJ Tucker à Philadelphie. L'arrivée de Kyle Kuzma, qui justement joue à ce poste, et apporterait un vrai boost au scoring, dont le Heat a vraiment cruellement besoin, elle va complètement dans ce sens. En parallèle, on a aussi Taj Gibson, qui débarquerait, c'est un petit peu plus anecdotique, c'est surtout pour une question de salaire que je l'ai mis là, mais même s'il est plus tout jeune, il est quand même capable d'apporter sa dureté sur de courts passages, et je trouve que son côté guerrier fitterait parfaitement dans la culture du Heat basketball dans une team de Miami qui pour le coup obtiendrait encore un renfort supplémentaire dans son secteur intérieur qui manque vraiment de profondeur je trouve cette saison. Ajoutons à ça que l'équipe pourrait se débarrasser du contrat de Duncan Robinson qui est payé bien trop cher pour son apport, lui qui cette saison joue à peine 18 minutes par match, et oui, dans une équipe de win now, bien sûr que le Heat serait gagnant. Un ailier fort de qualité qui dépanne dans le secteur où il y a le plus besoin, ainsi que de la place sous la masse salariale, que demande le peuple, même si effectivement cette place dans la masse salariale elle pourra être utilisée pour Kuzma à l'avenir s'il décide d'activer son option, ou alors s'il ne l'active pas et que Miami veut le re-signer. Ça pourrait être le chemin qui sera pris par Kuzma, un Kuzma free agent, mais qui re-signe encore plus cher à Miami s'il devait aller là-bas. Donc en parallèle, c'est sûr, ça implique de se débarrasser de 2 premiers tours de draft, dont un protégé, l'autre protégé, mais je me dis que c'est le prix minimum à payer pour dump Robinson et récupérer un joueur du talent de Kyle Kuzma. Du coup, let's go. Clairement, moi pour Miami, je me dis que c'est pas mal. Et Washington, du coup, pourquoi il ferait ça? Et vous l'avez compris, parce que s'il bouge pas, Kyle Kuzma, moi je le sens venir gros comme une maison, il va se casser sans que les Wizards n'aient absolument leur mot à dire cet été, et sans rien récupérer en retour, et ça ce serait vraiment dommage. Pour être honnête, moi je serais Kuzma, j'irais tester le marché, et faut faire gaffe, parce que Washington, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Et puis c'est pas comme s'il fallait le garder à tout prix cette saison à Washington, c'est pas comme si l'équipe jouait le titre, et qu'elle pouvait pas le faire sans lui, enfin c'est pas comme, si on avait une équipe des Wizards qui était super ambitieuse, et qui va se dire, allez, on va essayer d'aller le plus loin possible avec lui et ça va le convaincre de rester. Non, franchement, dans le meilleur cas, ok, peut-être les Wizards, ils peuvent se qualifier en play-off, mais ils iront au premier tour et ils le passeront pas, ils gagneront peut-être un match ou 2, mais pas plus. Je suis peut-être pessimiste, mais encore, même pour ça, ce serait pas mal. Et rien que pour ça, rien que pour arriver en play-off, la route sera longue. Du coup, ça sert à quoi de garder Kuzma, avec le risque de le perdre ensuite et de pas faire grand-chose cette année, sans avoir de réels objectifs pour cette saison? Et moi, je me dis, à pas grand-chose, il faut absolument le transférer. Donc autant essayer d'aller absorber un contrat chez une team contender, et choper un maximum de pics ailleurs pour penser à l'avenir. Ce transfert, il va en ce sens pour moi. Pour un joueur qui va se casser et que tu vas perdre, qui va pas être utile à grand chose finalement pour la fin de saison et qui va se casser l'été prochain, finalement tu récupères 2 pics et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. 2 pics pour un contrat expirant, ou un mec qui est en player option, c'est plutôt cool et ça permet, à mon avis, d'envisager un petit peu plus sereinement les prochaines drafts avec ces deux choix qui arrivent. Après, t'as Duncan Robinson. C'est vrai que son contrat est sacrément relou, mais il pourra toujours apporter son tir de loin. À Washington, en plus de ça, on peut avoir la place pour le garder, même si Bradley
Bradley Beal prend une grosse part de la masse salariale, et quoi qu'il en soit, moi je pense que Duncan Robinson, même si ça va être chiant de le payer 17 millions par an sur 4 ans, 17 millions aujourd'hui c'est plus que c'était avant, parce que le salary cap a augmenté, c'est plus aussi handicapant qu'avant, et je me dis que même aux côtés de joueurs comme Bradley Beal, ça fait toujours du bien d'avoir des shooters et du spacing, donc pourquoi pas Duncan Robinson. Ça va pas être la recrue du siècle, mais à mon avis il aura pas un rôle complètement minime aux Wizards. Quoi qu'il en soit, c'est quand même les 2 pics de draft qui récupèrent contre Kuzma, et franchement pour moi c'est déjà lourd pour un joueur qui peut se casser, qui représente le principal asset de ce deal pour Washington. Donc pour moi c'est sûr, sur le présent, si on pense à maintenant, Miami est gagnant et de loin, mais sur le futur, c'est clairement les Wizards qui peuvent l'être, et encore plus si Kuzma décide de pas faire de vieux os en Floride et de se casser l'année prochaine. Ça voudrait dire que Miami, ils ont perdu 2 pics, bon ils auront libéré Duncan Robinson et ça les arrangera aussi, mais 2 pics pour un joueur qui va jouer 6 mois, parce que vraiment, il pourrait très bien tester le marché cet été, même si tu l'envoies à Miami. Donc voilà, moi je pense que quand même si le risque est présent du côté du 8, il faut le prendre, si tu veux encore t'afficher en tant que contender, avant que Butler et Lowry d'ailleurs ne deviennent trop âgés. Et puis si jamais t'arrives à convaincre Kuzma et que tu peux le re-signer, t'as tout gagné du côté du 8, même si tu perds des pics. C'est un vrai risque, mais je pense que Miami devrait le poursuivre. En tout cas, pour ce transfert entre Miami et Washington, encore une fois, ça a suscité pas mal de débats, et ça montre encore une fois qu'on a tous des visions différentes sur le niveau des joueurs, les objectifs et les besoins des équipes, moi comme vous, parce que on en a 36% d'entre vous qui pensent que le 8 est gagnant en récupérant Kuzma, on en a 13% d'entre vous qui pensent que les Wizards sont gagnants, parce que si Kuzma se barre de Miami, Miami se retrouve à avoir fait ce deal et perdre 2 pics pour pas grand chose, parce que Kuzma resterait que 6 mois, donc ça montre encore une fois qu'on a tous des visions différentes, ça déjà c'est plutôt positif, mais maintenant ce que je retiens, c'est que vous êtes 51% à valider ce deal en pensant que c'est du win-win, c'est plus de 50%, en tout cas c'est la majorité d'entre vous, donc ça montre que ce deal, soit je vous ai convaincu, soit il est pas trop déconnant, même si j'ai vu que, avant que j'explique un petit peu les raisons de ce deal, certains sautaient déjà au plafond. Et finalement, vous êtes 51% à le valider, moi ça me rassure plutôt bien. Pour mon trade numéro 4, on va encore prendre 2 teams qui ont des objectifs très très différents. Et c'est bien comme ça que ça fonctionne en NBA, et c'est ce qui permet à 2 équipes de s'entendre. Il y en a une qui pense au présent et l'autre qui veut se renforcer en prévoyant l'avenir. Et ça tombe bien, les Warriors et les Spurs correspondent tout à fait à ces 2 profils. Du côté de Golden State, on est champion en titre, on vit une saison difficile et encore plus depuis la blessure de Curry, et ça devient primordial de se renforcer pour répondre aux attentes de cette saison. Du côté de San Antonio, ça on s'en fout, on est en total tanking, on développe les jeunes au maximum, on essaie de se donner un maximum de chances de choper l'opportunité de drafter Victor Wembanyama, et les victoires à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu, même si on peut pas dire ça, parce qu'avec Popovich, je trouve que cette équipe arrive à montrer du cœur, mais a juste pas le niveau pour gagner beaucoup de matchs. Voilà pourquoi dans ce trade, j'enverrai Jakob Poeltl à Golden State en échange de James Wiseman et d'un second tour de draft. Pour moi, ça correspond tout à fait à ce qu'attendent les 2 équipes. À Golden State, je sais, ça peut faire mal au cœur de se séparer de Wiseman déjà. Lui, il a été choisi avec le 2e choix de la draft en 2020, et c'est sûr, le transférer contre Poeltl, c'est un aveu d'échec quant à cette draft qui va pousser clairement à mettre son ego de côté du côté des dirigeants des Spurs. Mais ça, j'en doute pas, ils en sont capables. Mais l'équipe de San Francisco, est-ce qu'elle compte vraiment sur James Wiseman pour le présent ? Non, je pense pas. Le mec, il doit progresser dans trop d'aspects de son jeu encore. Pendant que l'équipe, elle, en plus de ça, elle a pas du tout le temps de le développer et doit trop penser à gagner pour lui donner des minutes. De plus, moi, je suis pas certain qu'il corresponde vraiment au style de jeu de ses Warriors, au style de jeu de Steve Kerr. Il a une trop grande naïveté, notamment en défense, qui peut poser problème et qui, justement, l'empêche d'avoir des minutes. Ça pourra peut-être venir un jour, mais ça, on n'en est pas sûr. Et pour le moment, ce qui est clair, c'est que c'est pas présent, encore une fois, à ce niveau de jeu. Et à ce jour, bien sûr, à Golden State, Wiseman, il apporte aucune certitude. Preuve en est d'ailleurs sa très faible utilisation depuis le début de la saison. Il marque des points après, je veux bien, c'est un scoreur, mais ça suffit absolument pas. En récupérant Poeltl, on obtient une valeur bien plus sûre. En attaque, il a de très bonnes mains, et en défense surtout, moi je le trouve super performant, notamment dans ses capacités à couvrir le pick and roll. Et ça, Dieu sait que ça peut être super utile en playoff. C'est un joueur de 27 ans, qui peut tourner en double-double ou pas loin à chaque match, dont on connaît peut-être déjà le plafond, il progressera peut-être pas plus, mais dont le plancher est déjà très sûr, très certain, et on sait qu'il pourra apporter. Et moi je trouve que les Warriors cet été, l'été dernier, avec les départs de gars comme Gary Payton, comme Otto Porter ou comme Nemanja Bjelica, ils ont perdu de l'expérience et ils ont perdu des role-players de qualité. Aujourd'hui, ils en paient le prix, à mon avis. Et la signature de Poeltl pour épauler Looney au poste 5 permettrait, je pense, de compenser au moins un petit peu ce phénomène. Donc je pense de plus qu'il peut très très bien s'adapter au système de jeu de Steve Kerr et sans être une grosse star, potentiellement obtenir de grosses minutes au poste 5 tout en disposant de bien meilleures qualités offensives que Kevon Looney. Donc il pourrait rendre de bien gros services à mon avis à ses Warriors dans sa présence intérieure et ce dès cette saison, contrairement à ce que pourrait donner Wiseman, même si ça fait mal au cœur. Pour l'instant, il faut pas le cacher, on a l'impression en tout cas que c'est un petit peu en flop et c'est peut-être le moment de tourner la page concernant James Wiseman du côté de Golden State. Chez les Spurs, vous vous en doutez, c'est juste l'inverse. Poeltl justement,
sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il apporte, et comme je disais, on connaît son plafond. Pas sûr du coup qu'on ait vraiment besoin de lui dans une équipe qui tank et qui veut développer les jeunes en pensant à l'avenir. Du coup, autant tenter des paris. Et James Wiseman, si c'est pas un pari, je sais pas ce que c'est. Le mec peut clairement devenir l'un des plus gros flops de ces dernières années, comme je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre à San Antonio? Absolument rien. Pop, justement, il peut prendre le temps de lui donner des minutes, il peut prendre le temps de le développer, il peut lui donner un max de chances d'atteindre son full potentiel, et ça, Steve Kerr actuellement chez les Warriors, il peut pas le faire. Donc oui, le risque de flop est réel, mais la cote de Wiseman, il faut s'en rendre compte aussi, elle a énormément baissé ces dernières années avec ses blessures, son côté brut aussi, et le temps, la lenteur qu'il met à se développer, et même si ça fait mal au cœur aux fans des Warriors, il faut en être conscient. Aujourd'hui, on a un James Wiseman qui vaut plus grand chose sur le marché des transferts. C'est pour ça que je pense qu'en plus de ça, les Spurs iront gratter un second tour de draft en plus de lui, pour ce risque de flop qui est trop important, et à partir de là, à San Antonio, tu risques quoi? Rien. Moi je me dis, ok, tu perds Poeltl, mais il est en fin de contrat, il serait sûrement pas resté à San Antonio cet été, et en échange, tu te donnes l'occasion d'avoir potentiellement une bonne surprise, on sait jamais, avec Wiseman, avec un joueur de 21 ans qui a tout approuvé, et qui n'attend que d'avoir une opportunité, et même si personnellement, moi j'y crois que très peu en James Wiseman, le risque de San Antonio est proche de 0, alors pourquoi s'en priver du côté des Spurs? À mon avis, il n'y a aucune raison. Donc ouais, je pense que ce deal, toute proportion gardée, il correspond tout à fait aux objectifs des deux teams qui sont concernés là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour ce trade entre les Warriors et les Spurs, il vous plaît bien, visiblement, parce que vous êtes 63% à penser que ce trade, c'est du win-win. Vous êtes 21% à penser que les Warriors sont gagnants, 16% à penser que les Spurs sont gagnants. Donc là aussi, ça montre que ceux qui pensent pas que c'est du win-win, il y en a certains qui pensent, encore une fois, on a des avis différents. Ceux qui pensent que les Spurs sont gagnants estiment que, justement, croient fort en James Wiseman et estiment qu'avec un mec comme James Wiseman, ils vont avoir un pivot qui peut leur être utile, et c'est ceux qui croient beaucoup plus en James Wiseman que moi. Ceux qui pensent que les Warriors sont gagnants, c'est ceux qui pensent que les Spurs pourraient récupérer plus contre Jakob Poeltl, notamment un premier tour de draft. Moi, je suis pas sûr. S'ils ont un premier tour de draft, à mon avis, ce sera un premier tour de draft qui sera mal classé, en fin de premier tour, et je me dis, contre ce premier tour, autant récupérer plutôt un James Wiseman qui apportera, en tout cas qui a plus de potentiel qu'un pick 20 ou 25 dans une draft. Donc ouais, moi je sais pas, je suis moyen d'accord avec ça, mais c'est aussi le but d'avoir des débats, et quoi qu'il en soit, vous y croyez assez fort à ce transfert, et c'est ce que je vais retenir. Comme promis pour les deux derniers trades, on passe aux choses sérieuses, parce que oui, je vous ai senti frustré. Jusque-là, même si mes trades, perso, je les aimais bien, ça manquait de gros noms. Et si Kyle Kuzma est quand même un joueur à plus de 20 points par match, c'est pas non plus un All-Star. En fait, moi, j'avais fait, dans tous mes tests avec la Trade Machine, plein de petits trades, comme les précédents que je vous ai montrés, mais je me suis dit, je vais pas présenter que des joueurs, que des trades avec des role-players, ou des role-players plus. Il va falloir qu'on s'amuse un peu, que ce soit fun, et c'est pour ça que je vais vous demander d'être plus indulgent, mais je me suis aussi amusé à mettre des joueurs de plus grosse qualité, pour qu'on se mouille un petit peu plus, et pour qu'on s'amuse davantage. Voilà pourquoi, maintenant, branle-bas de combat, avec deux anciens All-Stars impliqués, Fred VanVleet et D'Angelo Russell, et deux teams, Toronto et Minnesota, qui, une fois n'est pas coutume, sont dans des situations qui se ressemblent, je trouve. En d'autres termes, ces deux équipes qui ont du talent dans l'effectif, mais elles déçoivent, et elles ne performent pas autant qu'attendu, et pour moi, quelque chose, je pense, que ce soit à Toronto ou à Minnesota, doit bouger pour passer au step supérieur et un petit peu sauver la saison. Donc dans ce deal, Minnesota enverrait D'Angelo Russell et Naz Reid à Toronto pour récupérer à la place Fred VanVleet et Khem Birch, un échange de meneurs titulaires et de backup intérieurs si on veut résumer globalement. Alors pourquoi les Wolves feraient ça? Tout simplement parce que depuis son départ de Brooklyn, D'Lo, il est plus au même niveau. Il a beau être le grand pote de Karl Anthony Towns, au bout d'un moment ça suffit plus. Dans une équipe avec 4, même si pour le moment il est blessé, mais aussi Anthony Edwards et Rudy Gobert, il faut des wins, et pour le moment les Wolves ils y arrivent pas. Être à moins de 50% de victoire, c'est limite inadmissible quand on possède un tel effectif. Pourquoi ça marche pas? Déjà pour tout plein de raisons je pense, et le manque de défense sur les postes arrière, ou le manque d'agressivité un petit peu sur les meneurs adverses, je trouve que ça en fait partie de ces raisons. Je pense que c'est sous-estimé, mais le départ de Patrick Beverley, qui l'an dernier a apporté sa mentalité de chien de la casse un petit peu, a fait beaucoup plus de mal que ce qu'on ne le pensait. Là d'un coup ça devient quand même très soft sur le backcourt de Minnesota, avec un Edman qui se concentre quasiment que sur l'attaque, et un D'Lo qui lui défend vraiment les mains dans les poches, on va pas reparler de la défense de D'Angelo Russell. Rudy Gobert a beau attendre en second rideau, il peut pas tout faire tout seul, et on le sait, s'il a pas les bons défenseurs devant lui pour faire le taf en amont, pendant que lui protège le cercle, on a un Français qui peut pas performer à 100%. Voilà pourquoi j'irai chercher Fred VanVleet des Raptors. Alors c'est vrai qu'avec lui, par rapport à D'Lo, tu perds peut-être en playmaking et en talent pur. Tu perds aussi en adresse potentiellement, parce que D'Lo cette saison sur l'adresse, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, mais au moins tu sais une chose, avec lui, t'as un gars qui tous les soirs donnera tout ce qu'il possède sur le terrain et se remettra en question, surtout si ça va pas. Et ça c'est ses grandes qualités à Fred VanVleet. La preuve, avec moins de talent à la base, de toute façon on a un VanVleet jusque-là qui a des meilleurs stats que D'Lo cette saison, et en défense, malgré des outils limités, lui au moins il fera l'effort, il donnera l'exemple aux autres, et pour
pour moi, c'est tout ce qui manque à ces Wolves. Un mec qui va jouer dur et qui va donner envie à tous ses potes de s'arracher tout autant que lui. Et Van Vliet, malgré certaines limites dans son jeu que je veux bien accepter, notamment quand il connaît des pannes d'adresse, peut être ce mec, même si effectivement son adresse est pas folle depuis le début de la saison. À Minnesota, par contre, c'est à noter, on perdrait Naz Reid aussi, qui n'est pas une star, mais qui a un intérieur solide pour récupérer poste pour poste un autre pivot remplaçant comme Khem Birch. Et pour moi, Reid, on va pas se mentir, c'est clairement un meilleur pivot que Birch, même si Birch, pour l'instant, il galère avec sa santé, mais il faut se rendre compte que ça, c'est nécessaire. La cote de D'Angelo Russell a tellement chuté, au vu de son apport douteux ces dernières saisons, qu'à mon sens, à lui tout seul, il n'intéressera pas les Raptors, en tout cas pas contre Van Vliet. Et de toute façon, c'est un petit peu comme pour Kuzma. On a un Russell qui sera libre l'été prochain, je suis pas sûr qu'il re-signe à Toronto, alors autant essayer d'en tirer une contrepartie la meilleure possible du côté de Minnesota, tant que c'est possible, quitte à laisser partir Reid avec lui, plutôt que de se retrouver, encore une fois, le bec dans l'eau, parce qu'il partirait sans rien l'été prochain. Est-ce que Minnesota de toute façon voudra le prolonger? Je suis pas sûr. Donc si Minnesota veut sauver sa saison, je me dis qu'avoir un mec comme Fred VanVleet à la place de D'Angelo Russell, quitte à perdre Naz Reid, ça peut être une bonne idée. Mais justement, de l'autre côté, à Toronto, qu'est-ce qu'on y gagne? Et bah déjà Naz Reid, comme je vous le disais, qui cette saison, mine de rien, tourne à 10 points et 5 rebonds avec un temps de jeu inférieur à 20 minutes. Il est ce genre de dynamiteur que tu peux pas forcément laisser très longtemps sur un terrain, mais qui peut apporter de l'énergie vite et bien. Et ça, je pense, ça ferait du bien à cette team des Raptors d'avoir une rotation supplémentaire au poste de pivot, où il y a clairement des manques, et où on a un Christian Koloko qui a de l'énergie, c'est sûr, mais qui est rookie et qui paraît un peu brut pour prétendre à beaucoup de minutes, tandis qu'on a aussi un Precious Achiuwa, dont on sait jamais ce qu'il peut apporter tant il est irrégulier d'un match après l'autre. Donc oui, déjà, ok, c'est pas exceptionnel d'avoir Naz Reid, mais vraiment tu step up au poste de pivot, qui est le poste où t'as le plus de manque à Toronto. Et clairement, tu remplis une faiblesse qui est une faiblesse depuis pas mal d'années dans le Canada. Mais surtout, avec D'Angelo Russell, tu chopes un nouveau meneur de jeu qui a un profil bien différent de celui de Van Vliet. Donc c'est vrai, d'un coup, exit la défense, et ça pourrait vraiment être un problème. Mais quand je vois tous les freaks qui sont présents dans le 5 chez les Raptors, on a Anunoby, on a Barnes, on a Siakam, on a Gary Trent, tous ces mecs qui sont capables de cacher la défense d'un D'Angelo Russell et de compenser de ce côté-là du parquet, t'en as dans tous les sens. Donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Si Russell défend pas, ça se verra pas autant que ça se voit à Minnesota. Et puis en vrai, avec Russell, tu récupères un scoreur et un playmaker plus efficace, plus adroit et plus gifté que Van Vliet. Je me dis que le talent de Russell s'est pas envolé depuis Brooklyn. Il a peut-être juste besoin de changer d'air, de dispositif, de retrouver de la motivation aussi et d'être utilisé d'une meilleure façon, en étant peut-être plus responsabilisé. Et quand je vois qu'au mois de décembre, il a enchaîné 6 rencontres en tournant à près de 27 points par match, et qu'en parallèle, il a été capable de faire des matchs à 11 ou 12 passes cette saison, et ben j'en suis certain, D'Angelo Russell reste un joueur de qualité malgré sa cote qui a énormément baissé. Et je reste assez persuadé aussi qu'en attaque, même si ça sera compensé par la défense, il peut apporter davantage que Fred VanVleet. Donc oui, offensivement, moi je me dis Russell, ça peut vraiment être le plus 1 de Siakam, que toute proportion gardée, Toronto cherche cruellement depuis le départ de Kawhi. Et puis si ça fonctionne pas, D'Lo, il sera agent libre en fin de saison, il te libérera 31 millions pour recruter cet été, et ça peut être intéressant pour repartir dans une autre direction en cas d'échec, sachant qu'en cas de réussite, t'as enfin chopé un meneur, et t'as peut-être chopé un très bon complément qui peut faire jouer Siakam et les autres. Donc pour faire le bilan, pour moi, ok, ce trade, c'est peut-être pas la solution miracle pour aucune des deux équipes. Mais qui sait, il apporte quand même dans les deux camps quelque chose que j'aime bien. À Minnesota, on sacrifie un peu l'attaque, mais c'est pas grave, car on déborde de scoreurs dans l'effectif. Par contre, on apporte de la dureté, du combat et de la défense sur les arrières qui manquent cruellement. Et en parallèle, on s'assure de récupérer quelque chose contre Russell, avant que potentiellement, cet été, il fasse ses valises contre rien. À Toronto, c'est l'inverse, on sacrifie de la défense, mais là aussi, on a plein de défense partout dans le roster, et on ajoute du scoring, du playmaking, et même un peu de présence intérieure avec Naz Reid, là où il y en a besoin. Et sans prendre de risque au niveau du cap, tout ça, vu que les deux contrats de D'Angelo Russell et de Naz Reid seraient des contrats expirants. Donc du coup, moi je me dis, why not? On le sait, ces deux teams ont du talent dans l'effectif, le pari est risqué des deux côtés, c'est certain, mais quand je vois où en sont leur saison, à Minnesota et Toronto, je me dis qu'il y a besoin de tenter quelque chose, de faire un coup tant qu'il est encore temps, pour essayer de sauver cette campagne, pour tenter d'accéder aux playoffs, et pourquoi pas essayer de gagner quelques matchs et d'y faire bonne figure. Donc peut-être qu'un échange de meneurs pourrait servir de déclencheur dans une team comme dans l'autre, et perso, je serais eux, je tenterai, je pense, de mettre un place en tel deal. Encore une fois, vu la situation des deux équipes, il n'y a pas grand chose à perdre, vu leur saison là où elle en est actuellement. Alors, pour ce trade, ça a beaucoup parlé. Pour 39% d'entre vous, c'est avantage Minnesota. Pour 21% d'entre vous, c'est avantage Raptors. Donc encore une fois, c'est une fois n'est pas coutume, mais c'est normal. On a des avis qui divergent des deux côtés. Et 39% du win-win. Donc vraiment, on en a partout. Le win-win est à égalité avec l'avantage Minnesota. Moi, ce que j'ai vu quand même dans le chat, c'est qu'on a beaucoup de supporters de Toronto. Et ça, c'est mon avis. Mais moi, je trouve que les supporters de Toronto ont quand même beaucoup de mal à tourner une page de ce titre de 2019. Je lis, Van Vliet, c'est l'âme des Raptors. On veut pas qu'il soit transféré
transférer, comme la plupart des joueurs qui étaient présents en 2019. Mais pour moi, les Raptors, ils vont pas pouvoir rester dans cette situation ad vitam aeternam. On a un Van Vliet qui a refusé une extension l'été dernier, et une équipe qui stagne, clairement, qui est en train de plafonner. Au mieux, cette année, elle va en play-off et elle se fait éliminer au premier tour. Comme l'année dernière, et comme ça peut être le cas dans 2 ans, comme ça peut être le cas dans 3 ans, comme ça peut être le cas dans 4 ans, si au bout d'un moment on tente pas quelque chose. Là, avec D'Angelo Russell, et en plus de ça, si on tente rien et qu'on continue à faire des premiers tours de play-off, et on continuera à avoir un pic autour du 16e ou du 17e pic, donc rien qui est bon pour reconstruire. Là, moi, avec ce trade, c'est clair que D'Angelo Russell va pas apporter tout ce qu'il faut aux Raptors, en tout cas, il y a aucune certitude qu'il le fasse, mais ça peut, parce que c'est un bon playmaker, ça peut être un bon scoreur, et ça peut être un joueur qui se relaye, et la défense sera cachée par les défenseurs qui sont présents partout à Toronto, et si ça marche pas, il est free agent, et là, avec les 31 millions que tu libères, vraiment, tu te donnes une vraie occasion de reconstruire, et de tourner une page et de réécrire une belle page à Toronto plutôt que de continuer à stagner. Alors j'ai bien compris que les fans des Raptors n'étaient pas d'accord avec ça, et je l'entends, c'est difficile de sortir de cette nostalgie, et c'est peut-être vous qui avez raison d'ailleurs, mais pour moi non, il faut bouger à Toronto, et le coup d'Angelo Russell, vu que son contrat ne sera pas handicapant à l'avenir et que ça te permet potentiellement de reconstruire, ça peut être, c'est pas parfait, c'est sûr, mais c'est très compliqué de trouver un trade parfait qui répond à toutes les règles, et ça peut te permettre en tout cas de tenter quelque chose et de sortir de cette situation dans laquelle tu as vite fait de t'enquister et de rentrer dans un cercle vicieux. Enfin, voici, déjà qu'on était sur un bon petit trade avant, j'avais envie de vous faire réagir, et voici, je vous en avais parlé en intro, je vous l'avais promis et je tiens mes promesses, le blockbuster que vous attendiez tous, où à première vue, Chicago se fait complètement dépouiller sur le présent, et c'est vrai, c'est même pas à première vue, ils se font complètement dépouiller sur le présent. Cependant, ça vient peut-être de moi, mais j'y crois pas en ces Bulls. On a un DeRozan qui vieillit, même s'il a fait une très bonne saison l'année dernière, il faut être conscient qu'il vieillit, et je trouve que son duo avec Zach LaVine montre ses limites. On a un Vucevic à côté d'eux qui défend pas assez, et cette équipe, construite de la sorte, je la trouve vraiment pas du tout équilibrée en fait. J'y crois pas, je le répète. Alors ok, on peut regretter l'absence de Lonzo Ball qui apportait de la défense et du playmaking, et avec sa présence peut-être que ça fonctionnerait différemment, mais même s'il devait revenir rapidement à son meilleur niveau, et encore c'est pas prévu, j'ai des doutes qu'il revienne très vite, et surtout à son meilleur niveau, vu l'état de son genou, mais cette team j'y crois quand même pas. Il y a qu'à voir comment l'an dernier, même au complet, elle arrivait pas à battre les équipes les mieux classées de la ligue. Et ça, c'est bien, tu fais une bonne saison, mais en play-off, tu fais pas un pli, et c'est ce qui s'est passé encore l'an dernier. Ok, vous allez me dire Lonzo était encore absent, mais ça va pas non plus changer toute la face du monde, surtout avec un DeRozan qui, plus le temps va passer, plus il va perdre de niveau. Donc comme je disais, moi je crois qu'on a un souci de timing entre tous ces joueurs, ils sont pas tous sur la même ligne. On a un DeRozan de 33 ans qui peu à peu est sur la pente descendante. On a un Lonzo Ball qui est jeune mais qui est blessé. On a un Zach LaVine qui est en plein prime, et un Vooch qui trouve pas sa place, malgré des qualités certaines, mais qui je pense, ces qualités elles correspondent pas à celles dont les Bulls ont le plus besoin. Donc de toute façon, si vous avez des doutes sur le mauvais fonctionnement de cette team, si vous pensez que ça peut marcher, il y a qu'à voir son classement. Chicago est à la toute limite du play-in, ce qui est limite inacceptable avec un tel effectif quand t'as du DeRozan, quand t'as du Vucevic et quand t'as du Zach LaVine. Et surtout, même s'ils se qualifient en play-off, même s'ils sont au complet, comme je disais avec Toronto juste avant, je les imagine pas passer un tour. Donc désolé pour les fans des Bulls, mais cette équipe, quand elle a été construite, elle aurait dû avoir plus d'ambition que justement se qualifier en play-off et puis faire un petit tour et puis s'en va. Et le constat jusque-là est plutôt à l'échec. Même au complet, je les vois quand même très très loin d'être un prétendant au titre, faut être honnête. Voilà pourquoi de mon côté, je mettrai un énorme coup de pied dans la fourmilière, tant qu'il est encore temps, tant que les joueurs ont de la valeur, pour reconstruire de façon beaucoup mieux équilibrée autour d'un Zach LaVine, qui même s'il a de moins en moins le temps, devrait encore rester plusieurs années dans son prime. Pour ça, exit DeMar DeRozan qui irait aux Mavs, exit Vucevic qui irait aux Nets, et qui cet été pourrait partir pour rien si tu le transfères pas maintenant vu sa fin de contrat prochaine. Et du coup, en contrepartie, bonjour à tout un paquet de tours de draft, 4 tours de draft au total, et bonjour aussi à des jeunes hyper prometteurs comme Cam Thomas, comme Josh Green et même Deron Sharp que j'aime bien, qui a que 21 ans et qui je pense pourra apporter des choses au poste 5. Mais aussi bonjour à tout un tas de shooters qu'on va payer très cher, comme Joe Harris et Tim Hardaway Jr., mais qui je suis sûr, malgré leur contrat qui est lourd, peuvent rendre quand même des services et apporter leur statut de scoreur expérimenté dans une équipe que t'essaierais de rendre plus ambitieuse avec les tours de draft que tu vas choper. Donc oui, c'est là où je veux en venir avec un tel trade à Chicago. Clairement, on appuierait clairement sur le bouton rouge, sur le bouton reset, et on tenterait de tout refaire autour de LaVine, des jeunes et des pics. Mais LaVine en franchise player, s'il est mieux entouré, en tout cas moi je pense que je peux y croire, ou en tout cas différemment. Cette équipe elle pourrait voir les choses autrement à l'avenir. Je me trompe peut-être, mais pour moi ce serait la meilleure chose à faire. Et finalement moi je me dis que tous ces assets, même si à première vue ça peut paraître peu, pour d'anciens All-Stars comme DeRozan ou comme Vucevic, c'est finalement plutôt bien payé, en échange d'un DeMar en mode vétéran sur la pente descendante, et en échange d'un Vooch de 32 ans qui est en contrat expirant. Enfin voilà, un vétéran, enfin même
deux vétérans, 32 et 33 ans, qui tous les deux même sur la pente descendante, dont un est en contrat expirant. C'est pas mal de recevoir tous ces assets contre ça. Moi je me rappelle comment beaucoup criaient à l'arnaque par exemple cet été, en pensant que le Jazz s'était complètement fait voler en transférant Gobert et Mitchell contre des assets, et regardez finalement où ils en sont aujourd'hui, avec en plus de ça tout un paquet de tours de draft en poche pour les années à venir. Moi je trouve ça cool ce qui s'est fait à Utah dans le mode reconstruction. Donc oui, à Chicago on pourrait pas avoir autant d'assets que Utah, parce que effectivement DeRozan et Vucevic n'ont pas l'âge de Mitchell et Gobert, mais quand même on a pas mal de trucs, pas mal de pics, pas mal de jeunes intéressants. Moi je crois beaucoup en Josh Green par exemple. Cam Thomas peut montrer des choses très cool aussi en attaque, et je me dis que ce serait pas une mauvaise chose pour Chicago de suivre, à moindre mesure en tout cas à leur échelle, l'exemple de Utah. Maintenant, du côté de Dallas, pourquoi on ferait ça? Eh bien justement, pour apporter à Luka Doncic le All-Star qui est tant réclamé depuis des années. Alors ok, je l'ai dit, DeRozan est plus tout jeune, c'est sûr, mais c'est encore un roi du mid-range qui peut prendre les choses en main dans les quatrièmes quarts, et surtout aussi bien performer balle en main que off-ball, tout en défendant aussi un minimum, et apporter son expérience qui peut être primordiale en play-off. Je dirais pas que le fit est parfait non plus, parce que DeRozan c'est pas un expert du 3 points, et on le sait, on a un Slovène qui a besoin de shooter autour de lui, néanmoins, tu peux mettre les deux, et tu peux toujours avoir des Dinwiddie, des Kleber, des Bertans, des Bullock ou des Finney-Smith qui vont envoyer des bombinettes de loin, et ça quand même à mon avis ça fera l'affaire. Surtout que mis à part le fait que ce soit pas un shooter de loin, ben je trouve que DeRozan il coche pas mal de cases pour fitter avec Doncic. Alors ok, ça impliquerait de se séparer de Josh Green et de 2 tours de draft, et c'est embêtant, mais vu qu'en parallèle, comme vous le voyez, il y a un des premiers tours qui sera loterie protégée, et qu'un tel deal permettrait en plus de ça de se délester du contrat de Tim Hardaway Jr., je me dis que le jeu peut en valoir la chandelle pour Dallas, s'il permet à Luka d'avoir enfin le lieutenant dont il a besoin depuis des années, avec un joueur de 33 ans certes, mais qui sort d'une saison 2021-2022 de calibre candidat MVP ou pas loin. Pour moi, tout l'intérêt est là du côté de Dallas. Tu perds pas mal de choses pour le futur, mais là, vraiment, tu construis un monstre à deux têtes autour de Doncic et DeRozan, et t'essayes de profiter au maximum des dernières années de DeRozan pour l'aider pour qu'il permette justement à Dallas et pour aider Doncic à aller le plus loin possible. Et du côté des Nets, pour finir, parce que je vais pas rester tout le temps sur Dallas, mais c'est un petit peu la même histoire. L'équipe, même si la blessure de Kevin Durant va leur apporter un coup, mais heureusement ça a pas l'air trop grave et il va revenir, même si ça peut mettre 2 semaines ou 1 mois même, j'ai cru aux dernières nouvelles, et bien on a une équipe des Nets qui montre qu'elle tourne dernièrement, et qui de plus en plus s'affiche en contender avec un Kyrie Irving que je trouve excellent, et cette super forme récente depuis l'arrivée de Jacques Vaughn au coaching. Et tout ça, pour moi, ça confirme ce sentiment que l'équipe en ce moment est sur les bons rails et sur la bonne voie. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui, moi je ferais de cette équipe mes favoris, ne serait-ce que pour aller en finale dans la conférence Est? Ben peut-être pas. Moi je me dis qu'il manque encore un petit quelque chose. Même si j'aime ce que donne l'équipe avec ce KD, qui était sur une autre planète avant de se blesser, mais qui justement est vieilli aussi et peut être fragile, et un Kyrie Irving qui semble enfin stabilisé mentalement, ou même un Ben Simmons qui au moins en défense retrouve un petit peu de sa superbe et qui est très utile aussi dans le playmaking. Je crois qu'il manque encore quelque chose à cette équipe de Brooklyn pour que j'en fasse mes favoris. Maintenant voilà, j'ai beau adorer Nick Claxton au poste 5, j'ai l'impression que ça fait maintenant plusieurs années qu'il manque un pivot dominateur à cette équipe de Brooklyn. Un gars qui peut poser des écrans, prendre des moissons de rebond, et surtout qui a de bonnes mains pour marquer près du cercle ou s'écarter en mid-range ou à 3 points. Nick Claxton, il a pas ça, et je pense qu'à côté d'un Ben Simmons, c'est mieux d'avoir un pivot qui s'écarte. Vraiment, je pense, et ça tombe bien, parce que Nikola Vucevic, il correspond exactement à ce profil. Il a un côté stretch 5 qui peut vraiment lui permettre de fonctionner en attaque avec Ben Simmons. Rien que ça, je trouve que ça a une vraie valeur. Bon, maintenant, je le cache pas, j'aurais quand même aimé qu'il soit davantage protecteur de cercle ou meilleur défenseur, mais on peut pas tout avoir non plus. Et il va déjà dépanner dans des secteurs où Brooklyn a vraiment besoin de surplus et de progression. Et de toute façon, si besoin, derrière Vucevic, tu auras toujours Nick Claxton, qui est juste le meilleur contreur de la NBA actuellement et qui pourra vraiment prendre le relais d'un Vucevic en fonction de ce qu'il a besoin. Et je trouve que les deux profils des pivots seraient hyper complémentaires. Donc ouais, après, c'est comme pour les Mavs, faudrait se séparer de 2 premiers tours de draft, 2 jeunes prometteurs aussi, comme Day'Ron Sharpe et comme Cam Thomas, mais c'est le jeu, si tu veux, Vucevic, c'est le prix à payer. Et puis voilà, c'est pareil, vu qu'il y a un des deux encore qui est loterie protégée, un des 2 pics qui est loterie protégée, et que ça permet en parallèle de se délester du contrat de Joe Harris, un peu comme Dallas se délesterait du contrat de Tim Hardaway Jr., mais je trouve que ça limite la casse quand même. Alors oui, je pense que Brooklyn, s'ils veulent aller au titre autour d'un KD qui a déjà 24 ans et qui sera pas éternel, ce serait dommage de refuser un tel deal pour Vucevic, même s'il sera free agent en fin de saison et qu'il faudra voir ce qu'on fait de lui. Mais à mon avis, si tu trouves une vraie maison à Brooklyn à Vucevic, il n'y a pas de raison qu'il reste pas, et pourquoi pas même imaginer qu'il accepte un sacrifice financier.
Donc au final, moi si je fais le bilan de ce deal, on aurait une team des Bulls en mode complètement explosion, qui lâche des pièces qui sont performantes en ce moment, mais qui sont vieillissantes et qui ne leur permettront de toute façon pas d'aller au bout cette année. Alors autant appuyer directement sur le bouton rouge tant que ces pièces-là ont de la valeur, et penser au futur avec un maximum d'assets récupérés en échange, quelques gros contrats c'est sûr, mais à mon avis c'est comme ça, si tu veux équilibrer les salaires de DeRozan et de Vucevic, t'es obligé de récupérer quelques gros contrats, mais là t'as plein de gènes et plein de tours de draft, et c'est ce qui se passe dans ce deal. Du côté des Mavs et des Nets, c'est l'inverse, l'échange de titres existe cette saison, d'un côté comme de l'autre, mais à mon sens, que ce soit à Dallas ou à Brooklyn, il manque un petit quelque chose. Et si ce quelque chose, ça peut être DeRozan à Dallas ou Vucevic à Brooklyn, je me dis, autant sacrifier un peu l'avenir et envoyer quelques jeunes et quelques pics du côté de Chicago pour faire all-in dès cette saison, dès ces playoffs, et maximiser les chances de grand parcours, et pourquoi pas de titres en playoffs dès cette année en tout cas. C'est en tout cas, parce que voilà, même si ça n'a pas été simple, et que ça implique beaucoup de monde, et qu'il a fallu équilibrer les salaires, ça a été un deal difficile, pas forcément mon préféré, mais je voulais vous le montrer parce qu'il implique des stars, et je le trouve quand même divertissant et assez intéressant à analyser. C'est cet équilibre en tout cas que j'ai essayé de construire à travers ce trade. Allez, et pour ce transfert, encore une fois, ça a pas mal débattu. Il y a des supporters de chaque camp, parce que 13% pensent que les Nets sont gagnants, 13% pensent que les Bulls sont gagnants et qu'ils auraient raison de reconstruire comme ça, 35% pensent que les Mavs sont gagnants en récupérant DeRozan, et c'est vrai que ce serait un gros coup pour les Mavs, et 39% pensent que tout le monde est gagnant. Et finalement, je suis bien content, parce que voir qu'il y a 39%, enfin en tout cas voir que la majorité pense que mon trade le plus alambiqué, où j'ai essayé vraiment de vous faire plaisir comme je disais en mettant des stars, et finalement du win-win-win, ça montre que finalement le temps que j'ai passé sur cette trade machine a permis de faire des trucs, même si je sais ça fait sauter beaucoup d'entre vous au plafond, sont au moins cohérents. En tout cas ça fait débattre, et c'est ce que je veux et c'est ce que j'aime, ça fait plaisir aussi de faire ça. Voilà, moi c'est ça. Je vais finir sur les Bulls. Effectivement, déjà je suis content de voir que vous pensez que 13% d'entre vous en tout cas pensent que les Bulls sont gagnants. Pour moi la prochaine étape chez les Bulls, si tu fais un tel trade, c'est peut-être de transférer Zach LaVine et d'obtenir encore des tours de draft au maximum, essayer de voir ce que tu peux en faire de ces tours de draft, voir ce que tu peux faire des jeunes que tu récupéreras, voir si Cam Thomas peut devenir un scoreur très intéressant dans le 5, voir si Sharp peut devenir un vrai pivot titulaire, voir si Josh Green peut devenir un 3&D super polyvalent. À mon avis, t'as du potentiel comme ça à Chicago. Après, moi j'ai vu pas mal qui disent que les Nets sont perdants parce qu'ils perdraient Joe Harris dans l'histoire, et ça je suis pas d'accord. Pour moi, Joe Harris, les Nets, ils étaient prêts à s'en débarrasser il y a pas longtemps, même quitte à lâcher un pic avec Joe Harris pour se délester de son contrat. On a Seth Curry qui est dans un rôle déjà de shooter aussi du côté de Brooklyn. À mon avis, la valeur de Joe Harris, elle est presque nulle. Au contraire, tu cherches plutôt à le dump, Joe Harris. Donc là-dessus, c'est vrai que encore on a des désaccords, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai. 39% pensent que c'est un win-win-win, malgré les débats. En tout cas, des débats qui étaient fort constructifs, et ça fait plaisir d'en arriver là. Voilà pour ce qui est des transferts que j'imagine prendre place en NBA avant la trade deadline, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'ils vous ont fait kiffer ces transferts? Et selon vous, dites-moi dans les commentaires celui que vous croyez et que vous pensez le plus crédible, malgré toutes les interrogations et les incertitudes qu'il y aura, c'est obligé. Quoi qu'il en soit, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours autant de connaître vos tendances, de connaître les tendances de la commu. En parlant de commu d'ailleurs, je me répète, si vous voulez vous procurer l'affiche en collaboration Popster 6e homme avec des maillots et des joueurs que vous avez vous-même choisis, vous aurez toutes les infos et le code promo aussi dans la description, n'hésitez plus. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le watch time, la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes le sang de la veine, ça m'aide très fort, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette communauté en or, n'hésitez plus, là encore toutes les infos seront dans la description. À très vite.